Bien. Donc, avant de donner la parole aux intervenants, je souhaiterais vous proposer une introduction. C'est-à-dire, quelles sont les questions à se poser pour vendre sa production? D'abord, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est dans quelles circonstances doit-on se poser des questions? Il est très clair que si dans vos ateliers, vous êtes satisfait de ce qui se passe, changez rien. Hein? On va commencer à réfléchir sur les possibilités d'agir différemment à partir du moment où on ressent une difficulté. Si là, aujourd'hui, vous êtes parfaitement satisfait de ce qui se passe pour vous, changez rien. Profitez. D'accord? Mais à partir du moment où vous dites, bah là, c'est un peu compliqué pour moi, là, je rencontre une difficulté, là, c'est le moment de se poser des questions. Et se poser des questions, c'est aussi changer de regard sur ce qu'on vit. Poser une question, ça appelle une réponse. Si aujourd'hui, je rencontre une difficulté et que je ne rentre pas dans cette phase de réflexion et de questionnement, qu'est-ce que je risque de faire? Je risque de faire plus de ce que je fais déjà. Imaginons que je sois un potier, que je fais des marchés, je fais 5 marchés par an, et mon chiffre d'affaires sur ces 5 marchés par an, c'est 700 € sur la totalité. Voilà. Et ce n'est pas suffisant pour que je puisse vivre. Bon, je me dis, et ça c'est quelque chose d'habituel, là je ne fais pas assez de marchés, quoi. Il faut que j'en fasse plus. Donc l'année suivante, je vais en faire 8. Et je fais 8 marchés, et là je gagne sur les 8 marchés 900 €. Ah, purée, il faut que j'en fasse plus. Là, on est dans un phénomène où eh bien, on n'est pas rentré dans la réflexion, on reproduit un schéma, et quand on pose plus de la même action, on obtient plus du même résultat. Et ça, c'est très très important. Parce que souvent, lorsqu'on ressent une difficulté, on a tendance à serrer, à se rassurer en faisant ce que nous savons faire. Et si on fait ce que nous savons faire, le problème c'est qu'on le fait déjà, ce qu'on sait faire. Donc à un moment donné, il faut changer notre cadre de référence pour pouvoir opérer un réel changement dans notre manière de faire. Et ça passe par le questionnement. Il n'y a pas d'autre outil. Donc la première question que je vous invite à vous poser, et encore une fois, là on est dans un questionnement, c'est à partir du moment où vous ressentez un besoin. D'accord? Si tout va bien pour vous, ne cherchez pas à vous poser de questions. Vraiment, vraiment, vous allez vous ennuyer pour rien. Profitez. La première question que je vous propose de traiter, c'est quel est mon objectif en exerçant cette activité? Alors, cette question, elle paraît très simple. Ceci dit, par expérience, lorsque j'avais une personne au bout du fil, je lui disais, mais pourquoi tu exerces cette activité? Il dit, mais moi, je veux faire de la céramique. Ok, mais vouloir faire de la céramique, c'est un peu comme aller à la gare et vouloir prendre le train. Alors, je veux prendre le train. Je veux faire de la céramique, je veux prendre le train. D'accord, mais pour aller où? Si j'ai une passion pour le train, je vais à la gare, je m'assois, je suis dans le train et là je vis un bonheur extraordinaire parce que le train circule. Voilà. Mais où est-ce qu'il va? Et si je me retrouve à un endroit où je n'ai pas envie d'être? Et s'il y a une coupure, que je reste bloqué 5 heures dans le train, comment je vais me sentir? L'idée, là, c'est vraiment d'approfondir cette question. Quel est mon objectif en exerçant cette activité? C'est d'aller au-delà du fait de travailler la terre. Qu'est-ce que je recherche en exerçant cette activité?
Et cet objectif, il doit prendre en compte tous les secteurs de votre vie. C'est-à-dire que l'activité que vous exercez, qui est professionnelle, va interagir avec tous les secteurs de votre vie. Que ce soit le secteur personnel, familial, physique, émotionnel, tous les secteurs de votre vie. Donc si vous ne vous posez pas cette question en termes de globalité, qu'est-ce que cette activité va m'apporter dans ma vie? Pourquoi je l'exerce? Vous risquez à un moment donné de vous retrouver dans un endroit où vous n'avez pas envie d'être. Et la difficulté qui arrive à ce moment-là, c'est que vous pouvez penser à remettre en cause l'activité que vous êtes en train d'exercer. Or, l'activité que vous êtes en train d'exercer, vous l'avez choisie parce qu'elle vous apporte quelque chose. Elle vous apporte quelque chose sur le plan humain. Ça, c'est indéniable. On l'a tous choisi pour ça. Enfin, en tout cas, sur le plan personnel, depuis que je fais de la céramique, c'est évident que j'ai complètement changé. Le fait de travailler la terre m'a complètement transformé. Ça, c'est OK. Mais est-ce que c'est pour ça que je fais cette activité? Est-ce que c'est réellement pour ça? Et je crois que dans cette notion d'objectif, il est important de rentrer la notion d'argent. Non pas en termes d'objectif en soi, mais vous vous rendez compte que en exerçant cette activité, si vous n'avez pas assez d'argent pour assumer vos responsabilités, il y a une tension qui se crée. Et cette tension, elle se diffuse. Elle se diffuse auprès de toutes les personnes qui vous entourent. Et elle crée des tensions qui au quotidien, viennent polluer votre journée, votre vie. Donc, cet objectif nécessite de se poser et de réfléchir sérieusement et objectivement à cette question-là. Quel est mon objectif? Qu'est-ce que je souhaite au travers de ça? Et qu'est-ce que j'ai besoin de réaliser en faisant ça? Sur le plan humain, financier, spirituel, professionnel, personnel, etc., etc. En omettant un secteur de votre vie dans cette question, vous risquez à un moment donné de créer un déséquilibre, et ce déséquilibre va ternir l'enthousiasme que vous avez à exercer. Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est quelle est la phrase qui définit le mieux ma production? Alors cette question, encore une fois, elle paraît simple, mais c'est un travail qui permet de conscientiser ce que je suis en train de faire dans mon atelier. Alors pourquoi conscientiser? En fait, quel intérêt y a-t-il à conscientiser? Moi, je fabrique des pièces, j'ai plaisir à fabriquer ces pièces, je ne vais pas me poser des questions pour... Voilà, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de faire ce que j'ai envie de faire, et je le fais avec ma sensibilité, ma créativité, et point barre. Ok, si ça marche pour vous comme ça, changez rien. Mais si vous ressentez une difficulté à un moment donné, dans la distribution de vos pièces, dans la vente de vos pièces, dans la production de vos pièces, c'est intéressant de se poser cette question. Quelle est la phrase qui détermine le mieux ma production? En répondant à cette question, vous allez pouvoir mettre des mots sur ce qui va vous aider par la suite à distribuer et à vendre vos pièces. Il ne s'agit pas de dire, alors, tiens, on va faire un exercice à la limite, quelle est la phrase qui définit le mieux ma production? Qui dans la salle fabrique des pièces en argile? Voilà, donc là, on a une phrase qui définit une production, mais vous voyez bien que toutes les mains se lèvent. Donc, il n'y a aucune distinction entre vos productions par rapport à ce que je viens de vous poser. Qui dans la salle fabrique des pièces en argile à destination alimentaire? Déjà, il y a quelques mains qui se sont baissées. Qui dans la salle fabrique des pièces à usage alimentaire en faïence? Petit à petit, on affine. Et ce qui est intéressant, c'est de dire maintenant, ok,
qu'est-ce qui va me distinguer dans cette production? C'est aller au plus profond de cette production en essayant de tirer d'aller jusqu'à ce que je sois le seul à faire sur Terre. C'est-à-dire, quelle est la phrase qui définit le mieux ma production? C'est en gros, je suis le seul à faire ce type de pièce, eh bien, arriver à l'écrire, arriver à le définir. Et il n'y a personne d'autre qui fait ce que je suis en train de faire. Lorsque vous avez défini cette production, quels sont les acheteurs susceptibles d'être intéressés par ma production? Et vous voyez bien que pour répondre à cette phrase-là, il faut que vous ayez vraiment défini la production au préalable. Quels sont les acheteurs qui sont susceptibles d'être intéressés par ma production? Plus vous aurez été précis avant, plus là vous aurez une réponse intéressante. Donc là, il faut se poser la question aussi, ce sont toutes des questions hyper simples. On peut s'arrêter en superficie de la question. Mais maintenant, ça peut nécessiter aussi une certaine recherche. Il faut approfondir ça. Quels sont les clients susceptibles d'être intéressés par ma production? Sont-ils suffisamment nombreux pour me faire vivre de mon activité? Donc là, il y a quelqu'un qui m'a appelé cette année en disant, voilà, moi je m'installe en tant que céramiste et j'ai une passion pour l'encens. Voilà. Je suis à fond là-dedans, c'est quelque chose qui m'anime, c'est quelqu'un qui travaillait sur ces encens. Il y a un marché pour l'encens. Il voulait fabriquer des pièces pour tenir les encens. Voilà. Or, il se trouve qu'après étude, il y a un marché, mais il est hyper étroit. Moi, je me suis renseigné par rapport à sa demande, j'ai fait une petite étude rapide. En une semaine, j'ai dû trouver 15 acheteurs potentiels. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que ces 15 acheteurs potentiels vont être suffisants pour réaliser mon objectif d'activité? Et là, c'est très simple, c'est oui ou non. Si on fait si on fait une réflexion rapide, est-ce que ces 15 personnes peuvent assurer le prévisionnel, le chiffre d'affaires prévisionnel dont j'ai besoin pour vivre? Oui, non. Si c'est non, suis-je en mesure et ai-je envie de changer ma production? Et ça, cette question, elle est fondamentale. Et je l'ai découverte et je l'ai rajoutée au travers de mon expérience avec vous. Je ne vais pas vous faire l'histoire, en gros, de ma venue dans la céramique, mais très clairement, en arrivant dans la céramique, on va dire que j'étais jeune, vif et ambitieux. Et le fait de côtoyer des potiers tels que vous, eh bien, je me suis rendu compte que l'objectif n'était pas que financier, mais il était bien plus profond et bien plus humain que ça. En tout cas, il englobait des valeurs que je n'avais pas du tout au préalable. J'étais plutôt concerné par la qualité du bateau que je vais acheter, donc la somme d'argent qu'il me fallait, plutôt que par la transformation et les échanges qu'il pouvait y avoir. Ça a changé. Et c'est pour ça que je rajoute cette question, quoi. Suis-je en mesure et ai-je envie de changer ma production? C'est-à-dire que la personne que je suis, la sensibilité que j'ai, ce que je souhaite amener dans mes pièces, si j'y tiens et que je souhaite continuer dans cette direction-là, ça ne se négocie pas. J'ai pas envie de changer, quoi. Voilà. Si j'ai pas envie de changer, je vais dans le mur. Je vais dans le mur. C'est une réalité factuelle. Il n'y a pas assez de personnes pour assurer mes besoins en termes de chiffre d'affaires. Je n'ai pas envie de changer ma production ou je n'ai pas les compétences pour changer ma production. Si je continue dans cette direction, je vais dans le mur. Heureux, mais je vais dans le mur. Mais heureux.
Mais heureux. Mais il faut quand même le prendre en compte. C'est-à-dire que c'est irrémédiable, ça va peut-être prendre un certain temps en fonction de la trésorerie que j'ai, en fonction de mes capacités physiques, de mes capacités à résister au stress, de mes capacités personnelles, ça prendra le temps qu'il faudra. Mais s'il n'y a pas assez de personnes pour acheter mes pièces, je vais dans le mur. Mais quand je dis je vais dans le mur professionnellement dans cette activité-là. D'accord. On n'est pas, voilà, c'est pas la fin du monde. Voilà. Mais ça reste important de le voir. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de miracle. S'il n'y a pas assez de personnes pour acheter mes pièces, j'ai pas les moyens d'assurer mes besoins. Donc il va falloir, à un moment donné, soit se confronter au mur, et là de toute façon le changement sera inévitable, mais subi, soit, eh bien, j'ai la capacité et je peux envisager de faire évoluer ma production. Et là je reviens à la question 2, puisque je fais évoluer ma production, et la question 2 est: qu'est-ce qui définit précisément ma production? Tu nous envoies tout ça? Oui, tout ça sera disponible, libre d'accès. Merci. Donc, je reviens à mes acheteurs. Ils sont suffisants en termes de nombre pour assurer mes besoins. En tout cas, potentiellement, hein, on est sur du prévisionnel, il n'y a rien de réel. Hein. Je vous raconterai un peu, peut-être, c'est le moment en fait, peut-être de vous raconter mon histoire, une part de mon histoire. Lorsque je me suis installé, j'ai fait une réelle étude de marché de la céramique, avec un prévisionnel très sérieux sur le projet que je souhaitais mener. Et j'ai mis un chiffre d'affaires prévisionnel d'un certain montant, que je souhaitais réaliser la première année, et je l'ai réalisé au bout de 6 ans. Donc il y a un décalage de toute façon entre ce que je vais mettre sur le papier, ma réflexion, et une réalité. Mais ça n'empêche pas qu'il faut quand même avoir cette réflexion préalable pour pouvoir s'adapter au mieux, pour pouvoir anticiper les difficultés qui pourraient apparaître. Donc là, j'ai mes acheteurs qui sont potentiellement suffisants. Où est-ce que je vais les trouver? Où puis-je les trouver? Où est-ce qu'ils sont, ces acheteurs? Si vous faites des marchés, hein, que vous avez une production qui est spécifique, vous avez votre production, et vous vous dites, mais moi en tant que potier, j'ai un outil qui est super à ma disposition, je vais faire les marchés. Il y a 150 marchés qui sont organisés dans toute la France, je vais les faire. Ok, mais est-ce que mes acheteurs sont sur les marchés? Bon, moi j'ai mis assez longtemps pour m'en rendre compte, hein. J'ai mis 4 ans ou 4 ou 5 ans, et ils ne sont pas sur les marchés. Et donc là, au fur et à mesure, hein, des marchés que je faisais, je revenais avec 0 de chiffre d'affaires. Je me dis, mais purée, ça commençait à me miner, quoi. À me miner personnellement, parce que je me remettais en cause. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Je fais mal mon travail. Et puis, je me projette un peu, je ne dois pas être le seul, mais forcément, je fabrique des pièces. Donc, je me projette dans ces pièces, je mets de moi dans ces pièces. Donc, est-ce que je fais bien mon travail? Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis une belle personne? Tout ça, en fait, vient se mettre, s'agglomérer et engendrer un état de confusion qui peut être évité. Pas totalement, mais on peut en passer plus rapidement sur certaines étapes. Où sont mes acheteurs? Où puis-je les trouver? Où sont mes acheteurs? S'ils ne sont pas sur les marchés, allez pas sur les marchés. Il y a d'autres moyens, et ce que vous allez vivre, ce que vous allez entendre tout à l'heure, ce sont des possibilités différentes. Mais s'ils ne sont pas sur les marchés, ils sont où? Donc, ils sont où physiquement? Ou ils sont où virtuellement? Puisqu'aujourd'hui, il y a des moyens d'achat qui sont différents
d'être en face de la personne, de moyens physiques. Ils sont où ces acheteurs? Ils vont où en vacances? Ils ont quel budget? Où est-ce que je peux les trouver? Vous faites une production utilitaire destinée, de haut de gamme, destinée à des restaurants. Qui sont vos acheteurs? Les restaurateurs. Où est-ce que vous allez les trouver? Où est-ce qu'ils sont? Alors bien sûr, ils sont dans leur restaurant. Mais là, vous allez faire du porte-à-porte. Vous allez aller voir un restaurant, 2 restaurants, 3 restaurants. Ok, bon, ben ça, c'est très bien. Mais où est-ce que je peux en trouver 100 d'un coup? Peut-être. En tout cas, c'est cette question-là qu'il faut se poser. C'est-à-dire que le fait de faire des démarches sur un restaurant, 2 restaurants, 3 restaurants, ça va me coûter peut-être un peu moins cher qu'un salon. Mais les retombées seront peut-être aussi moindres. Voilà. Donc, où est-ce qu'ils sont? Je fais des théières destinées à des amateurs de thé. Ils sont où les amateurs de thé? Ils ne sont pas sur les marchés, je peux vous le dire. Ils ne sont pas du tout sur les marchés. Bon, ben, il faut que je m'adapte. Si je ne m'adapte pas, ben, j'arrête mon activité puisque je ne vends pas. Donc, ça, c'est très important. Où est-ce qu'ils se trouvent? Question suivante, quels sont mes concurrents? Et là, il faut arriver à regarder les choses avec le plus de détachement possible. Parce que lorsqu'on est dans son atelier face à ses pièces, on se dit, mais purée, mais c'est génial ce que j'ai fabriqué. Mes pièces, c'est sûr, elles sont super. Voilà. Et puis on a tendance à regarder, en tout cas c'est peut-être une tendance, pas forcément pour tous, hein, pas forcément pour vous, mais en tout cas, moi je l'ai vécu. Ouais, bah, lui ce qu'il fait, ouais, c'est moins bien, quoi. Ouais, puis voilà. Et donc, pas dénigrer, mais de nier un peu cette présence de concurrents. Mais non, mais les concurrents, ils sont là, ils existent. Ok, qui sont-ils? Qui sont-ils ces concurrents? Et puis de regarder en face ce qu'ils font, avec une objectivité totale. Ah ouais, putain, là ce qu'il fait, c'est pas mal, quoi. Ok. Et puis les identifier, voilà, qui sont-ils? Vraiment, tac, il y a lui, il y a lui, il y a lui, hein, Ikea. Ikea est un concurrent, mais énorme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne prend pas en compte cette notion-là, on peut se dire, mais non, mais moi je fais autre chose, je fais de l'artisanat. Et c'est fabriqué main. Et c'est des pièces uniques. Ok, mais là on est dans une réflexion auto-centrée. C'est-à-dire que la question préalable, qui est qui sont mes acheteurs, n'a pas forcément été envisagée. Parce que l'acheteur, il s'en fout complètement. Attention, hein, je ne suis pas en train de dire qu'il se fout complètement du travail qu'on fait. Mais lui, dans sa tête, à un certain moment, imaginons, voilà, il passe au marché de potier dans lequel vous êtes, il y a plein de stands. Il se fout complètement de savoir comment ça a été fait, etc. Ça lui plaît pas, quoi. Et c'est encore pire sur Internet. L'acheteur sur Internet se fout complètement de qui vous êtes. Lui, ce qu'il veut, c'est un produit. Sauf si on sait faire de la com là-dessus. Oui, sauf si on sait faire. Une expérience pour le coup. Enfin, en tous les cas. Là, par expérience, l'acheteur sur Internet, s'il ne trouve pas dans les 5 secondes la réponse à sa question sur votre site, tac, il gicle. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire, quoi. C'est-à-dire, voilà, j'ai besoin de me positionner par rapport à un marché. Et ce marché, il est concurrentiel. Il ne s'agit pas de marcher sur la tête des concurrents. On est d'accord? Il s'agit de prendre en compte ce marché concurrentiel. Comment s'y prennent mes concurrents pour vendre leur production? Et est-ce que ça marche? Comment s'y prennent mes concurrents pour vendre leur production et est-ce que ça marche? Donc quand je me suis installé en tant que potier, il y a de ça maintenant 10 ans, mes concurrents, c'était tous les potiers.
Donc j'ai été voir les potiers sur les marchés. J'ai questionné ces personnes. Je dis, ouais, voilà, ça va, comment ça va? Ouais, ça va. Et les ventes, ouais, bah, bof, ça. Et c'est sympa la vie de potier. Oh là là, putain, c'est dur, hein. J'avais des éléments. Alors il y en avait qui, ouais, bah, ça marche bien et tout. Je regardais les stands, ce qu'ils faisaient. Ok. Alors il y avait ce qu'ils disaient, puis il y avait ce qui se passait réellement. Alors après, je me mettais un peu dans un coin, puis je regardais le nombre de clients qui passaient, le nombre de clients qui payaient. Hein, et puis, ben, je me suis fait mon idée, quoi. J'ai commencé à me faire mon idée. Mais mes concurrents, c'était tous les potiers. Et comment ils vendent? Ben, ils vendent sur les marchés. Il y a 10 ans, ouais, ils vendent sur les marchés. Ok. J'ai demandé une enquête de conjoncture qui va peut-être avoir lieu au niveau voilà, national aujourd'hui, mais qui à l'époque existait. Il y en avait une qui a été faite avec des chiffres qui dataient, mais très clairement, le secteur de la céramique n'était pas très bien, quoi. Hein, voilà, les potiers, au niveau des chiffres, hein, là, je ne parle pas des personnes, je parle vraiment au niveau des chiffres, parce que moi, les personnes, à l'époque, je m'en fichais. Donc, au niveau des chiffres, ben ouais, c'était pas ça, quoi. Donc, cette question-là, forcément, je me la suis posée. Je n'ai pas bien entendu la réponse, puisque j'ai fait des marchés après. Mais je me la suis quand même posée. Mais j'ai établi des bases en disant, bon, ben ok, moi, si je veux quand même vendre, il faut que je fasse différemment. Et en tout cas, que je me positionne différemment. Et dernière question que je vous propose par rapport à cette introduction. Qu'est-ce qui fera que les personnes vont venir acheter chez moi? Qu'est-ce qui me distingue de mes concurrents? Si j'ai des concurrents, ils ont le droit d'exister, ils font les choses très bien, je les respecte totalement. Ils ont le mérite d'être là et en tout cas au sein de ce métier, voilà, c'est admiratif de pouvoir vendre sa production, de la transformer et de la vendre. Mais maintenant, ben, moi je m'insère dans ce marché, j'ai aussi une place. Et pour que cette place, elle puisse vraiment exister, la question qui est là est essentielle. Qu'est-ce qui va faire que les personnes vont venir acheter chez moi? Qu'est-ce qui va me différencier de mes concurrents? Ça nécessite une vraie réflexion. C'est-à-dire que si je fais une production utilitaire en faïence ou en terre vernissée, bon, ben, sur le marché, il y a plusieurs concurrents et à chaque fois que je vais aller sur un marché, j'aurai des concurrents. Ok, qu'est-ce qui va me distinguer de ces personnes-là? L'idée n'étant pas, encore une fois, de leur marcher sur la tête, mais de dire, ok, quelle est la plus-value de ma production par rapport à celle du voisin? Qu'est-ce que j'apporte en plus par rapport à celle du voisin? Ou différemment? Sans se poser cette question, eh bien, on rentre dans un mécanisme qui est on verra bien. Je laisse faire, on verra bien. Ok, c'est faisable, hein, c'est possible. Mais à un moment donné, si je souhaite communiquer, si je souhaite informer des personnes, il va falloir que je communique sur ce que je produis personnellement, avec ma propre sensibilité et avec le caractère que j'ai, quoi. Qu'est-ce qui me caractérise? Et ça, c'est très très important, hein, que ce soit dans le décor, que ce soit dans la technique. Et ce qui est hyper étonnant, c'est qu'il y a autant de production qu'il y a de potiers. Il y a autant de sensibilité qu'il y a de potiers. Il y a autant de caractère qu'il y a de potiers. Eh bien, la personne qui va vous acheter vos pièces, à un moment donné, il faut qu'elle soit en lien avec cette unicité que vous proposez. Et plus vous aurez identifié cette unicité, plus vous serez à même de pouvoir communiquer dessus. Et qu'est-ce qu'il souhaite en fait l'acheteur aujourd'hui quand il va acheter votre objet? Mais il va acheter une histoire en fait. Et cette histoire, il y a une part de la réponse qui est là-dedans, quoi. Et répondre à cette question, c'est aussi faire un chemin vers soi, parce que
Là, qu'est-ce qui va me distinguer? Je ne sais pas si aujourd'hui vous êtes en capacité de répondre à cette question. Il faut vraiment se poser pour répondre à cette question. Et pour répondre à cette question, il faut vraiment cheminer vers sa propre sensibilité. Donc c'est rentrer en connaissance et en contact avec sa propre sensibilité. Et plus vous l'aurez identifiée, plus vous pourrez la mettre en valeur. Donc voilà les questions que je vous propose au préambule de cette journée. Ça reste des questions de base, hein. Bien sûr, hein, c'est vraiment des questions qui sont posées là et vous prenez ce qui vous parle là-dedans. Après, si vous souhaitez rentrer plus en profondeur dans le questionnement, dans la stratégie de votre entreprise, il y a bien sûr d'autres questions à se poser. Mais là, c'est un autre chemin. Hein, on pourrait en parler, on va en parler au cours de l'année et je pense qu'on mettra à disposition aussi de tous les membres du CNC toutes ces méthodes qui sont en fait des clés à certains moments pour ouvrir des portes qui sont un peu bloquées. Et ces portes, en fait, elles sont là, encore une fois, juste si on a besoin et envie de les ouvrir. On n'est pas obligé de les ouvrir. Voilà. Alors maintenant, je vais passer la parole à Sarah, qui va vous présenter. Alors, Sarah, je l'ai rencontrée au cours d'une réunion, enfin c'était quoi, une émission d'ailleurs animée par la compagne de Julien, que je ne vous ai pas présenté, mais qui est en charge de la prise de son et de la prise de vue de ces journées. D'une émission Internet, voilà, YouTube et puis Facebook, où nous avons échangé. Le thème, c'était quoi déjà ? L'avenir du métier. L'avenir du métier, voilà. Donc, ce qui m'a beaucoup plu dans l'approche que Sarah va vous présenter, c'est le fait que elle arrive d'un milieu qui n'est pas de la céramique, mais elle prend en compte son expérience passée et les céramistes aujourd'hui dans leur réalité. Si tu veux bien.